Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris dans une résidence Covivio pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement. Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Super. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. J'adore mes saluts au début des podcasts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça plante un petit décor d'amitié sympathique, enfin de bonne ambiance. Absolument. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuelle Favre, femme iconique, N'exagérons pas. invitée de marque, si je puis dire, DRH monde du groupe Louis Vuitton. Non, de Louis Vuitton en fait. Oui, de la société. DRH monde de Louis Vuitton. C'est un truc de ouf. On est ravis de t'avoir. Vraiment, Merci de m'accueillir. C'est un épisode. Merci à toi d'être ici. C'est un épisode où on avait hâte et qu'on a bien préparé parce qu'on a plein de questions à te poser dans cet épisode de Femmes Corpo. Première chose, Emmanuelle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? En quelques mots. Je suis mariée, j'ai 3 filles qui maintenant sont des adultes, qui sont dans la vie active. Ma famille, c'est vraiment le centre absolu de ma vie. Mais à côté de ça, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne depuis maintenant plus de 30 ans, qui est celui de DRH. Et aujourd'hui, effectivement, DRH de la maison Louis Vuitton. Incroyable. Voilà, en quelques mots. Excellent. Je note quand même que beaucoup de femmes corpo, enfin en tout cas de nos invités, se présentent d'abord dans leur rôle de mère. Donc vraiment, tu ne fais pas exception. Voilà. Mais les hommes de plus en plus aussi. Ah ouais? Oui, C'est ce que et ça, j'allais c'est dire. un vrai changement que j'ai pu noter. C'est que je recrute des hommes de tous les âges. Et de plus en plus, quand ils se présentent et qu'on commence un entretien, ils commencent par ça. Ce qui n'avait pas lieu avant. Et je vois, moi, les hommes sur LinkedIn ou Instagram, ils mettent father of two, enfin, tu vas père de 2 enfants, mais aussi mère de San Francisco. Bon, oui, je sais pas pourquoi je vais sur le profil LinkedIn de San Francisco, mais de mère de San Francisco, mais je fais ce genre de choses. Bref, donc, tu vois, ils mettent genre d'abord ça et après Absolument. autre chose. Voilà, Alors ça, après, c'est énorme game changer. c'est peut-être des techniques de com, mais je pense pas, parce que je pense qu'au niveau RH, c'est aussi... Ouais. Oui, et puis moi, je leur demande rien, a priori, au Oui, départ. Hein. bien Donc, entendu. ils Ouais, le c'est hyper décident tout intéressant de seuls. te recevoir à 2 égards. Le premier, c'est évidemment ta carrière de femme corpo. Le deuxième, c'est quand on est DRH, on doit avoir un échantillonnage. En fait, t'es presque une sondeuse. On doit avoir un échantillonnage de personnes hyper représentatif. Et en plus, ça fait combien d'années que t'es DRH? Voilà, ça doit faire presque 20 ans, je pense. Oui. Et en plus, Ah ouais. tu vois la société bouger. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, C'est une petite remarque. Non, mais Ouais. c'est trop bien. On va C'est revenir intéressant. sur tout ton parcours. Très juste. On va revenir Oui. sur tout ton parcours. Et pour savoir un petit peu, pour en savoir plus sur toi, t'as grandi dans quel milieu? D'où tu viens? Alors, je suis née à Paris, dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient des magasins de vêtements. Après, ils ont fait de la fabrication dans le Sentier. Excellent. Absolument. Ok. Et pour eux, vraiment, la valeur du travail était centrale. Donc, j'ai vraiment été éduquée dans cet environnement. Et mon père, ma famille m'a toujours poussée à faire des études. Et mon père, particulièrement, a gagné ma vie en me disant, voilà, c'est la clé de la liberté. Le travail, c'est la clé de la liberté pour tout le monde, mais encore plus pour une femme. Et donc, tu dois toujours être indépendante, autonome et ne dépendre de personne. D'accord, donc un pilier central dans ton éducation. Mm. Et les études, t'as fait quoi comme études?
Alors j'ai fait un master de gestion à la Sorbonne et après, à l'époque on disait un DESS, on dirait aujourd'hui un master 2 d'organisation et de ressources humaines, toujours à Paris 1 à la Sorbonne. Tu as toujours voulu être DRH? Alors non, je voulais être psy. Ok, Voilà. il y a du lien, il y a du Il y a lien quand même. du lien quand même, c'est pas par hasard. Et mon père pensait que je gagnerais pas ma vie justement, on en revient à ça, en étant psy. Et à l'époque, je l'écoutais. Et donc finalement, j'ai commencé médecine, j'ai fait donc ces études de gestion et j'ai commencé à travailler dans des petites maisons de mode, notamment pour Jean-Paul Gaultier, Anne-Marie Beretta. C'est arrivé comme ça par hasard la mode ou c'était quand même une Mes appétence? parents quand même textile, étaient un peu dans ouais. ce Ok, ouais. métier. Pendant mes études, je faisais des petits stages pour gagner ma vie. Donc voilà, naturellement, ça s'est fait comme ça. Mais Ok. très vite, je me suis rendu compte que le métier du commercial, c'était pas moi. Et qu'évidemment, la psy, c'était vraiment l'humain qui m'attirait, qui m'intéressait. Et donc, j'ai repris des études. Et c'est là que j'ai fait mon master 2 de ressources humaines. Je suis retournée à la fac. Retour chez papa et maman parce que je gagnais ma vie, j'avais un appart. Bon, mais là, il n'était plus question de ça. Et puis, suite à ça, je suis rentrée chez L'Oréal, où j'ai passé 20 ans. Et c'est là que j'ai appris le métier de ressources humaines. À 20 ans chez L'Oréal. 20 ans chez L'Oréal. À plusieurs. Dans plusieurs- dans différents jobs, bien sûr. Ok. Donc, tu as avancé de promotion en promotion. Voilà. Tu as été à quel poste? Alors, j'ai d'abord commencé par faire du juridique et social, donc plutôt des dossiers contentieux, individuels et collectifs. Après, j'ai été DRH de Lancôme, la maison Lancôme. Il y a un projet intéressant et assez fondateur dans ma carrière, c'est quand le groupe L'Oréal a racheté Yves Saint Laurent Beauté à PPR, qui était un groupe de marques, dont la marque Saint Laurent. Et là, j'ai été nommée DRH de cette entité pour mener l'intégration au sein du groupe. Donc ça, c'était un projet difficile et d'envergure. Et après, j'ai été DRH au niveau corporate des métiers de la communication et du digital. Voilà, et puis à ce moment-là, j'ai été appelée par la maison Dior. Ah oui. Trop chic. Tu n'as cessé d'aller de groupes de plus en plus gros et de plus en plus prestigieux, j'ai l'impression. Alors, gros, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de revenir à mes premières amours dans la mode, à un poste très différent par rapport au commercial, là où j'avais débuté. Et puis la maison Dior, ça fait rêver, c'est c'est une maison prestigieuse, c'est vraiment une pièce du patrimoine français. Et ce qui m'intéressait, enfin une partie de la motivation pour rejoindre la maison Dior, c'était de me dire, je vais participer à la préservation des savoir-faire des petites mains, des couturières. Bien sûr. Incroyable. Même si après, bon, c'était pas je dirais l'essentiel de ma mission et de mon travail, mais quand même. Et ça, bon voilà, c'est des savoir-faire uniques, français, qui rayonnent dans le monde entier. Et chez Dior, et particulièrement chez Dior, il y a quelque chose qui s'appelle Women at Dior. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous Que parler tu as de ton créé rôle, d'ailleurs. Oui, de ton alors rôle ça, de c'est fondatrice de Women at Dior? C'est à l'occasion de la journée des droits de la femme, où on cherchait une idée. On s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'un peu différent? Puis de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on va faire une rencontre de femmes avec des jeunes femmes de la maison. Et puis on s'est dit, bon, ça existe déjà sous 1000 aspects, sous 1000 formats. On va faire quelque chose qui est assez original finalement. C'était de dire, on va faire former, enfin mentorer plutôt, des jeunes femmes par des jeunes femmes. Parce qu'en général, c'est plutôt des seniors qui mentorent des juniors. Et là, l'idée, c'était de se dire, il y aura davantage de proximité, elles pourront créer une relation plus proche, plus pérenne, plus fréquente qu'une femme senior, très occupée, qui n'a pas forcément tout le temps. Et donc, on a lancé ce programme sur cette base-là, une jeune femme mentor une jeune femme. Et donc, on prenait des jeunes étudiantes plutôt en fin de parcours. Et l'idée, c'était d'abord de leur montrer ce qu'était l'entreprise, de les aider à construire leur parcours professionnel, de les aider à prendre confiance en elles. Et ça a pris très vite. Ça a fait boule de neige. On a évidemment démarré à Paris, mais après, ça a eu lieu dans tous les pays où Dior était présent, dans tous les pays du monde. Et donc, on a un peu, chaque année, on améliorait le programme. On a aussi construit une plateforme d'éducation en ligne sur tous les sujets de développement durable. Avec l'UNESCO aussi. Alors, on a travaillé avec l'UNESCO et puis on a participé à la coalition pour l'éducation. Après est arrivé le Covid, donc ça arrivait
au bon moment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes qui n'avaient plus accès à l'école et qui, du coup, ont pu aussi bénéficier de ça en ligne, puisque c'était digitalisé, évidemment, avec donc un programme d'1 an où elles sont accompagnées par une jeune mentor, avec donc cet accès à cette plateforme éducative qu'on avait construite avec des écoles prestigieuses, avec HEC, la Bocconi, voilà, différentes écoles, et puis des rencontres avec des femmes inspirantes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, donc c'était des jeunes femmes qui mentoraient des jeunes, et les hommes ont voulu participer, en disant mais nous aussi on veut en être, et on veut mentorer des jeunes filles. Et donc on a ouvert le programme aussi aux hommes, et à la fin on avait 20% d'hommes quand même qui. C'est génial. Oui, c'est génial parce que il ne faut pas en faire, la question de la cause des femmes, de l'égalité pro, il ne faut pas en faire un sujet de femmes. C'est un sujet de société, ça concerne aussi les hommes, et on a besoin des hommes pour aller plus loin et pour progresser sur ces sujets-là. Donc, et pourquoi t'être intéressée aux femmes particulièrement? Parce que j'imagine qu'il y avait la Journée internationale des droits des femmes, en effet, mais il y avait aussi le sujet des femmes, du sujet des femmes en elles-mêmes. Pourquoi t'être intéressée aux femmes et je sais pas, pourquoi pas à d'autres catégories. Des jeunes, par exemple, ou les jeunes aussi m'intéressent. Oui, non, mais on va dire que les femmes, il y a que les femmes qui m'intéressent, mais parce que je pense que sur ce sujet-là, on a encore des combats malheureusement à mener. Il y a encore des progrès à faire dans beaucoup de domaines. Et puis, la France, l'Europe, c'est une partie du monde. Et alors, quand on va encore plus loin, il y a encore plus. Il peut y avoir encore plus de sujets. T'es DRH depuis 20 ans. La première femme corpo qu'on a reçue, Elisabeth Richard, elle nous racontait ses débuts il y a 20 ans, au moment où il découvrait, elle est chez Engie, au moment où il découvrait chez Engie qu'il n'y avait rien qui était fait sur le sujet de l'égalité professionnelle. Et c'est elle qui s'en est emparée alors qu'elle avait 25 ans et que, tu vois, elle était en début de carrière, c'était pas forcément intuitif de faire ça. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une histoire récente de la place des femmes en entreprise qui a en fait 20 ans. Toi, tu as vécu cette histoire dans tes différentes entreprises en temps réel, puisque tu étais aux manettes des ressources humaines ces 20 dernières années. Toi, comment tu as observé ces évolutions-là? Est-ce que pour toi, elles ont été assez en fait naturelles? Enfin, c'était le sens de l'histoire. Est-ce que il a fallu toujours se battre? Est-ce qu'on a fini les avancées? Est-ce qu'il faut continuer? Question large, mais intéressante. En gros, 20 ans. Alors d'abord, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des groupes qui étaient plutôt avant-gardistes sur le sujet, que ce soit L'Oréal ou LVMH. C'est quand même des groupes qui se sont très vite emparés du sujet, et en plus qui sont dans des secteurs qui attirent naturellement les femmes. Le secteur de la beauté, le secteur de la mode, du luxe. C'est quand même des secteurs qui attirent beaucoup de femmes déjà. Donc, il y a déjà un capital de femmes assez important. Ce qui n'est quand même pas le cas de tous les secteurs d'activité. J'imagine que chez Engie, dans le BTP, chez Total, enfin dans plein d'autres entreprises, ça doit être quand même des sujets plus complexes à gérer. Et oui, alors moi, ce qui m'avait beaucoup étonnée, alors là, on n'est pas dans le monde de l'entreprise, mais on est dans le monde de la politique, quand il y a eu la loi sur la parité dans Copé-Zimmermann. Voilà. Non, ça c'est dans les entreprises, les conseils d'administration. Mais avant, il y a eu la loi, c'était dans les années 2000, époque Jospin, sur l'obligation pour les partis de présenter 50% de femmes sur leur liste électorale, sénatoriale, régionale, municipale, pas législative. Là déjà, moi j'étais choquée. J'étais choquée en tant que femme en me disant mais c'est pas possible, on n'a pas besoin d'avoir des quotas de femmes pour accéder à et être sur des listes. J'étais très choquée. J'étais plutôt contre cette idée de quotas. Force est de constater que ces quotas ont fait beaucoup de bien parce que bon, effectivement, c'était une forme de discrimination positive, mais ça a permis aux femmes d'avoir accès à des positions, à des mandats auxquels elles n'avaient pas accès auparavant. C'était un club fermé d'hommes. Et de devenir des rôles modèles, et donc d'attirer d'autres femmes, et donc de créer un cercle vertueux. Et même chose pour effectivement ce que tu disais, la loi Copé-Zimmermann, ça c'est 2011, si je ne dis pas de bêtises.
Et là, qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration. Déjà, je ne comprends pas pourquoi 40%, pourquoi pas 50%. Oui. Parce que l'important, c'est qu'il y ait un sexe qui ne dépasse pas 60%, mais ça peut être, pour l'instant, c'est le masculin, mais ça peut être l'autre aussi. Ça protège les femmes comme les hommes. Ouais. Et là, on est à 46%, si je me trompe pas. Donc là, bon, j'ai toujours été étonnée de me dire il faut des quotas. Mais en réalité, c'est assez vertueux. Et là, maintenant, la loi Rixin, où il faut avoir 30% de femmes dans les instances dirigeantes avant 2026 et 40% en 2030. Je veux dire, pourquoi pas 50, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, voilà, je pense que la loi aussi soutient beaucoup cette évolution et fait que les lignes bougent, fort heureusement. C'est Marlène Schiappa qui disait qu'on était plutôt avancé, enfin qu'on était un pays du monde et plutôt avancé. La France est plutôt avancée. Comme le droit du travail d'ailleurs. Oui, sur ce terrain-là. Moi, j'ai une question extrêmement pratico-pratique. C'est quoi ta journée type? Tu te lèves à quelle heure le matin et qu'est-ce que tu fais en fait? Ça veut dire quoi être DRH finalement? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de journée type. Okay. Et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est que je fais des choses extrêmement diverses. Bon, je me lève vers 7h, j'arrive au bureau vers 8h. Quelle est votre morning routine? Bah ouais, c'est la question. Non mais ça c'est la question qu'on pose qu'aux femmes. Je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo extraordinaire qui est sortie. On demande à des hommes des questions qu'on pose aux femmes, genre la morning routine. Oui. Et ils sont mais sur le cul quoi. Ils ne comprennent le lapin dans les phares de la voiture. Et d'ailleurs cette vidéo, elle a été produite par le fonds d'investissement Sista qui défend l'investissement chez les femmes. Au moment où la vidéo est sortie, les femmes levaient 2% de l'argent disponible en France, juste pour redonner quelques chiffres. Et la loi de la parité en politique, qui est antérieure à la loi de la parité dans les entreprises, n'a porté ses fruits que relativement. Parce que si on regarde juste rapidement, donc tu dois mettre une femme sur 2 sur les listes, sauf que en général, c'est l'homme le numéro 1 et la femme la numéro 2. Donc les femmes occupent les places paires et les hommes occupent les places impaires. Il me semble, mais on vérifiera ce chiffre avant de le publier, qu'il y a que 30% des maires qui sont des femmes. Donc on n'est pas non plus encore, mais c'est déjà mieux que 0%. Voilà, mais... Et une image qui m'a énormément choquée, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République a reçu tous les chefs de parti de tous les partis. Et sur tous les chefs de parti, il n'y a eu qu'une femme qui s'est présentée. Et donc on voyait sur les chaînes d'infos les images des chefs de parti qui défilaient. Et pendant toute une journée, tu ne voyais que des hommes, que des hommes. Et voilà. Énorme. Donc on n'est pas non plus. Oui, et si tu tapes sur Google, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait, hein, donc ça a peut-être changé, j'espère. Mais sur Google, si tu tapes PDG et tu fais image, tu ne vois que des hommes. Bien sûr. Et ça c'est bien. Oui. Et tu aperçois par hasard une femme après que tu qui nous se cache. racontes ta journée, on va parler des représentations et je te poserai la question de est-ce que tu avais des exemples de femmes à haut poste quand tu étais plus jeune ou pendant tes études ou pendant tes premières années d'entreprise? Est-ce que tu avais des idoles comme ça qui avaient des hauts postes? Alors quand j'étais jeune, pas tellement parce que c'était pas justement mon milieu. Donc j'avais pas je côtoyais pas de femmes corporate d'entreprise. Non, mes modèles, c'était plutôt les femmes de ma famille, si je puis dire. Ouais, bien sûr. C'était plutôt mes grands-mères, ma mère, ma tante, qui ont toutes été des femmes indépendantes, qui ont travaillé, et puis extrêmement courageuses dans les épreuves de la vie. Tu vois. On peut dire que l'indépendance est héréditaire? Enfin, je veux dire que la volonté, la liberté, on a envie évidemment de la transmettre. Absolument. Et l'indépendance financière encore une fois, on est sur le rôle modèle. Ouais. Tellement important. Mais t'es un rôle modèle. Hein. Je sais pas. T'es un grand rôle modèle, bah si, complètement. Et que les parents sont, pour la plupart de nos invités, des rôles modèles. En vérité, ils nous ont beaucoup parlé, toutes nos invités nous ont beaucoup parlé du rôle du père, à quel point ils ont fait confiance en leur fille, etc. J'ai trouvé ça dingue. Peu d'exemples de femmes. Bien sûr. Mais attends, il y a un truc juste, j'ai l'impression que dans chaque épisode, quand Julia demande un peu le background, la femme corpo nous dit « le père m'a dit, c'est très important que tu y arrives ». Et je crois que le rôle du père, c'est aussi de pousser, vers le haut. À ce niveau-là, c'est Enfin, c'est les pères qui ont beaucoup joué ce rôle. Oui, mais de toute façon, en règle générale, les enfants sont portés par la confiance et à l'amour, évidemment, d'abord, avant toute chose, et le regard de confiance que les parents ont porté sur les enfants. Et je pense que pour les filles, évidemment, le regard d'un père, c'est extrêmement fondateur et important.
Complètement. Moi, j'ai plus l'impression que mon père subit un peu le féminisme, etc. Mais comme il a eu 2 filles, il s'est dit, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, elles vont avoir l'égalité. Donc, allez, je vais quand même les pousser autant que mon fils. Donc, c'est positif dans le... Alors, si on parle pas des filles qui ont eu des papas comme le papa de Julia, qu'on salue, Charles, si tu nous regardes. Si on parle des filles et des femmes de manière générale, est-ce que toi, dans ta carrière ou les femmes que tu as accompagnées, est-ce que tu as déjà été confrontée à des blocages personnels qui t'ont empêché de saisir des opportunités ou de faire des choses ambitieuses, audacieuses dans ta carrière? D'abord, moi, je suis beaucoup dans le doute. Je me remets beaucoup en question. Je suis toujours en train de douter en me disant mais est-ce que je fais bien? Est-ce que ça, j'aurais pas pu le faire mieux? Donc voilà, c'est plutôt ma nature. J'étais ambitieuse parce que sinon je serais pas là où je suis. Il faut être aussi honnête. Mais c'est vrai que je me souviens d'une fois où on m'a proposé, alors pas de prendre le job, mais d'être dans la course pour un job de directrice générale. Et je me suis dit ah bah non, ça c'est pas pour moi. Ah ouais? Bah oui. Ok. Et pourquoi? Tu leur as dit non? Parce que je leur ai dit oui, non. En fait, non. En fait, non, je vais pas me mettre dans la course parce que je me suis pas sentie prête à avoir toutes les compétences. Parce que là, on en revient toujours au fait que les femmes, à la fois syndrome de l'imposteur, et puis je ne prends un job que si j'ai 100% des critères. Plus de 100% des compétences, alors qu'un homme, même si j'aime pas les généralités, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais quand même, se posera pas cette question. Mais tu as des regrets par rapport à ce refus? Non, j'ai pas de regrets parce qu'encore une fois, ce que je fais me passionne. Oui, bah non, mais grave. Non, mais... Voilà, donc j'ai pas de frustration par rapport à ça et de me dire j'ai raté l'opportunité du siècle. Ok. Mais sur cette question de la compétence, est-ce que c'est pas les hommes qui devraient s'inspirer sur les femmes? Parce que est-ce que pour prendre un job, il faut pas être à 100% voire plus de la compétence? Parce qu'on voit aussi beaucoup d'hommes. Enfin, moi, j'ai une entreprise avec laquelle je travaille. Pour tout vous dire, il y a 2 hommes et une femme qui sont mes interlocuteurs. Et les 2 hommes passent 45 minutes à faire des blagues quand on a des rendez-vous. Et à la fin, la femme m'explique en 5 minutes les tenants et les aboutissants de manière extrêmement concrète, carrée. Et à chaque fois, ça me marque. Et du coup, j'ai décidé de leur dire, je leur ai dit, vous avez remarqué quand même que vous faites rien. C'est mes clients, hein, donc je me mets bien avec mes clients, c'est super. Bravo. Mais je leur ai dit, vous vous rendez compte à quel point vous faites rien et que elle tient le truc. Moi, je vais pas me déplacer pour venir vous voir. Pour faire des vannes. Elle a tellement bien bossé qu'il suffit qu'elle me fasse un petit mail et les informations seront claires. Et tu vois, et en fait, c'est elle qui est meilleure pour l'entreprise que eux deux, même s'ils sont très sympas et qu'on passe du bon temps avec eux et que je les adore par ailleurs. Mais est-ce que les hommes ne devraient pas plus s'inspirer des femmes? Et est-ce qu'il n'y a pas quand on est DRH, des façons de faire ça, des formations, encourager les hommes à prendre exemple sur les femmes? Oui, enfin, de toute façon, quand on nomme des hommes, on pense quand même qu'ils en ont les compétences. On nomme pas des gens, des hommes qui sont pas à la hauteur du job juste parce que ce sont des hommes. Mais il y a plein d'opportunités et de positions sur lesquelles c'est intéressant aussi de mettre des gens en stretch un peu, en tension par rapport à... Parce qu'ils ont un potentiel, ils n'ont pas encore la compétence parce qu'ils ne l'ont pas forcément exercé, mais on pense, on valide ensemble à plusieurs le fait que... et c'est comme ça qu'on les développe. Parce que si on donne des jobs à des gens qui savent déjà les faire, on n'avance pas. Ils ne progressent pas. Donc c'est intéressant de mettre des personnes un peu en stretch, que ce soit des hommes ou des femmes, et c'est comme ça qu'on les développe et qu'on les fait progresser. Mais en fait, j'ai l'impression que cette expérience de Womanager, c'est le fait que tu aies créé Womanager, qui est quand même un gros bateau maintenant, quand même. Absolument, plusieurs milliers de jeunes filles qui ont été accompagnées. C'est génial. Ça fait de toi une DRH, je veux dire... extraordinaire, quoi, que d'avoir... engagé. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, chez Louis Vuitton, évidemment, oui, bien sûr, Louis Vuitton, c'est, on va dire, une des boîtes numéro 1, en réalité, dans le monde. On rêve tous de bosser chez Louis Vuitton, en vrai. Donc, t'es la meilleure DRH du monde. Je crois pas, mais en tout cas, je suis fière de ce que j'ai fait pour les femmes chez Dior. Et je l'ai fait aussi parce que j'ai été soutenue par le management de l'époque, qui m'a beaucoup aidée. J'ai été soutenue aussi par Maria Grazia Chiuri, qui était la directrice artistique.
et qui, elle, porte et continue de porter la cause des femmes, et du coup, qui a donné aussi beaucoup d'ampleur et de puissance à ce programme, parce qu'elle était là, elle était présente, elle s'investissait. On faisait un événement annuel à l'UNESCO, où on faisait travailler toutes les jeunes mentees sur des projets à dimension développement durable pour les femmes. Et donc, elles venaient pitcher sur scène leur projet. Il y avait un jury qui choisissait l'une d'entre elles pour après les aider à mettre en œuvre leur projet. Donc la Maria Grazia était très, très impliquée. Donc ça mettait beaucoup de lumière, évidemment, là-dessus. Et ça donnait beaucoup de puissance au programme. Ouais. Et c'est vrai que je suis heureuse d'avoir fait ça pour toutes ces jeunes filles qui sont aujourd'hui, qui veulent rentrer dans le programme. Au départ, on allait les chercher. Maintenant, c'est elles qui candidatent, qui sollicitent pour rentrer dans le programme. Mais chez Vuitton, on fait d'autres choses. Là, on a monté un programme très chouette. Je vais essayer de le donner encore plus d'ampleur, qui s'appelle Girls in Ops, qui est destiné à des jeunes filles qui sont plutôt encore au lycée, de les faire venir dans l'entreprise pour leur faire découvrir les métiers des opérations. Parce que, ce qu'on disait pour les entrepreneuses, pour la tech, les jeunes filles ne choisissent pas les métiers scientifiques et les métiers technologiques. Attends, qu'est-ce que tu appelles opération ? On a des ateliers, des manufactures, donc il y a des jobs de patron de centres de production, d'ateliers. Il y a des très beaux jobs dans ces métiers-là. Mais grave. Mais naturellement, les femmes ne vont pas vers ces métiers-là. C'est des métiers d'ingénieurs. Trop bien. Ouais. Donc l'idée, c'est de les faire venir, de leur faire découvrir l'entreprise, de leur montrer ces métiers, de leur montrer des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui aujourd'hui ont des postes importants dans cette filière production et ce qu'on appelle supply chain, c'est-à-dire toute la filière logistique pour amener les produits de l'usine à la vente, de l'atelier au magasin. Donc là, il y a des métiers passionnants. Oui, c'est aller à la source, aller à l'âge du lycée. Mais il faudrait commencer à l'école, en fait. Mais en fait, c'est très important ce que tu dis là, parce qu'on a reçu une autre femme corpo, Najwa Ardouini El Adfani, qui, elle, est ingénieure dans le bâtiment en plus. Donc, c'est en plus, elle doit se sentir très seule. Et oui, elle raconte, mais justement, elle en a fait une force et c'est aussi une vraie rôle modèle. Et elle, quand elle nous a raconté son parcours, c'est que des petites rencontres comme ça. Il y a quelqu'un qui lui a dit, regarde, dans cette école d'ingénieur, il y a une bourse, regarde, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Et en fait, même si vous touchez pas toutes les lycéennes de France, vous pouvez changer des destins à l'échelle individuelle. Et c'est là que le rôle de DRH, il est... Oui, en fait, t'es psy de la société, quoi. Enfin, t'es coach. Comment tu qualifierais DRH, d'ailleurs ? Quelqu'un qui fait... qui aide à faire devenir. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup. Coach de Louis Vuitton, quoi. Je sais pas, mais qui participe au développement. Je veux dire, il y a deux dimensions dans le métier de DRH. Et ce qui est intéressant, je trouve que c'est la synthèse des deux. C'est comment, dans un comité de direction, on participe au développement d'une marque, d'une entreprise, qui doit grandir, se développer. On travaille sur des organisations, sur des projets de développement. Et en même temps, participer au développement des hommes et des femmes qui composent cette entreprise. Et de faire la synthèse des deux, alors avec des tensions parfois, parce que parfois il y a des intérêts antagonistes. Et donc comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? Et c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me porte. Et il y a combien d'employés chez Louis Vuitton que tu dois que tu dois épauler, accompagner, que tu dois faire devenir. Il y en a beaucoup. Ouais. Enfin, la maison, c'est 35 000 personnes. Mais bon, j'ai une équipe, je ne fais pas ça tout seul. Une équipe de combien ? L'équipe, c'est à peu près mondiale, c'est à peu près 700 personnes. Okay. Donc toi, tu diriges en fait 700 personnes, tranquillement. Alors j'ai des relais, d'autres relais. Okay. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'arriver chez Louis Vuitton, après avoir passé plus d'une dizaine d'années chez Dior. Comment, à ce stade de sa carrière, à ton stade de ta carrière, on passe d'un monde à un autre et comment on s'adapte en tant que femme à un poste aussi clé ? D'abord, on est content d'apprendre encore et de découvrir. C'est ça aussi qui est génial. J'ai encore cette opportunité et cette chance de découvrir une autre organisation, évidemment différente de Dior,
Et ce qui est intéressant, moi je suis arrivée avec beaucoup de curiosité et sans idées reçues, sans vision dogmatique des choses, parce que chaque organisation est différente, a une histoire différente, des enjeux différents, et il faut s'adapter, il faut s'ajuster, et de découvrir d'autres métiers, de nouvelles personnes. Je trouve ça génial, encore à ce stade de ma carrière, de me dire que j'ai cette chance de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Et la journée type alors? Ah oui, on revient à la journée type. On l'a pas faite. Moi Donc, j'adore les journées type. Tu les manges à J'aime quoi? savoir ce que les gens font en fait de leur vie. Ma journée type, c'est quand même beaucoup de rendez-vous. Ouais. Alors, c'est soit des réunions sur des sujets particuliers. Voilà, par exemple, on va refondre la façon dont on accueille les nouveaux collaborateurs. Quel est le parcours, Onboarding. le onboarding. Comment, voilà. Donc là, on se met notre équipe ensemble à réfléchir. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà ce qu'on devrait faire mieux. On réfléchit à ce qu'on appelle notre image employeur aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire travailler chez Vuitton? Qu'est-ce qu'on a envie de communiquer sur ça, à la fois pour nos collaborateurs internes et puis pour les candidats en externe. Je peux rencontrer un manager qui a un problème d'organisation dans son équipe, qui a un problème individuel avec l'un de ses collaborateurs. Donc, je vais l'aider à réfléchir à comment est-ce qu'on résout le problème. J'ai un entretien de recrutement. Je voyage aussi pas mal, parce que je vais pas mal dans les pays. Est-ce que justement tu te sens chanceuse d'être française quand tu voyages dans les autres pays et la façon dont, je sais pas, les femmes sont représentées dans d'autres pays du monde? Est-ce que tu te dis j'ai de la chance d'être française? Ah bah oui, il y a des pays où effectivement on a Les de la droits chance. des femmes sont un peu plus limités. Voilà. Alors, heureusement, on n'est pas présent. Je ne visite pas ni l'Iran ni l'Afghanistan, pour ne citer que ces deux-là. Il n'y a pas encore une boutique, et j'espère enfin en tout cas, tant que la situation est ce qu'elle est, on n'ira pas s'installer là. Donc oui, il y a quand même des pays où... Et est-ce que dans une boîte comme Louis Vuitton, tu as de la liberté pour créer les projets que tu souhaites, et surtout en tant que femme, tu as l'espace de t'exprimer dans l'intrapreneuriat, si on peut appeler ça comme ça? Ah bah oui, heureusement. Ouais. Sinon, surtout à mon âge, j'irais faire autre chose. Si j'avais pas cette liberté de création. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de moi dans un comité de direction, de proposer des choses, d'avoir des idées, et de porter des projets. Je voudrais te parler d'égalité salariale, ou plutôt d'inégalité salariale, parce que les DRH, c'est aussi aussi votre rôle. C'est notre faute. De fixer les salaires dans une entreprise. Ouais. Il y a des chiffres de 2022 qui montrent qu'il y a encore 30% d'écart de salaire dans les conseils d'administration et entre 4 et 9% à poste égal. Donc c'est dans la société. Plutôt 4. Si je dis pas... Ouais. L'étude montre entre 4 et 9, selon les secteurs d'activité, à poste égal. Comment toi, à l'échelle de tes différents mandats, que ce soit chez Dior avant ou chez Louis Vuitton aujourd'hui, tu as pu mettre une attention particulière là-dessus? Alors, le secteur de la mode, on peut peut-être aussi en parler après, secteur assez féminin, donc je pense que c'est un peu différent. Mais comment tu as pu mettre une attention là-dessus, et comment, selon toi, on arrive à zéro inégalité? C'est vrai qu'on est dans des secteurs privilégiés, entre guillemets, pour les femmes, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, en France, on publie un index. Donc là, c'est quand même factuel. Donc chez Dior, c'est à peu près la même chose. Chez Vuitton, on n'est pas loin du 100 sur l'index de 1 à 100. Donc on est entre 95 et 99. Donc c'est pas mal. Proche du but. Proche du but. On espère y arriver un jour. Mais comment vous mesurez cet index? Il y a 5 critères. Il y a la moyenne des rémunérations, il y a le pourcentage d'augmentation des femmes qui reviennent de maternité. Enfin, il y a différents critères avec des nombres de points. Et il y a les 10 plus fortes rémunérations de la société et qui donnent un certain nombre de points. Et après, on arrive à... Ça aussi qui a été instauré vers 2018-2019 grâce à la loi. Donc en fait, c'est quand même les grandes lois qui ont permis les grandes avancées. Alors ça, c'est un des éléments. Après, il y a plein de pays où il n'y a pas de loi. Oui. Alors nous, on n'opère pas qu'en France. Donc moi, je m'assure, avec mon équipe en charge des rémunérations, que cette égalité, on fait des audits réguliers, le groupe et la société Vuitton, partout dans le monde, on fait des audits permanents tous les ans pour vérifier effectivement qu'il y a une équité salariale. Donc c'est très important que les DRH soient des femmes quelque part. Les hommes aussi se prennent en main le sujet.
Oui, oui, sûrement, bien sûr, bien entendu. Ouais, ouais. Mais disons que quand on fait partie de la minorité discriminée par... Ouais, on se sent peut-être plus concerné par le sujet, Ouais, voilà. Ok. mais heureusement, les hommes se sentent concernés aussi. Ouais, enfin c'est récent, hein, parce que... Oui, et puis c'est pas partout. Moi, encore une fois, je vous parle de là où Ouais. j'ai exercé. Hein. Et justement, la négociation salariale, j'imagine que c'est un gros dos quand on est DRH. Et est-ce que dans tes entretiens que tu fais a priori tous les jours comme ça, quand tu rencontres des hommes et des femmes, tu vois des différences dans les attentes, les exigences salariales ou non lors de tes rendez-vous avec eux? Oui, mais on revient d'ailleurs au sujet, si on reprend effectivement la question de la rémunération. S'il y a encore des écarts de salaire, c'est quand même aussi parce que dans l'entreprise, en général, les femmes sont moins dans les postes, dans les plus hauts postes. Et pourquoi elles sont moins dans les plus hauts postes? Alors, à part les entreprises qui seraient notoirement sexistes ou misogynes, c'est aussi parce qu'elles ne veulent pas, elles ne se battent pas pour avoir ces jobs-là. Donc là, il y a aussi tout un sujet d'accompagnement, de coaching des femmes pour les pousser à demander ces jobs. Et pourquoi elles ne le veulent pas, tu penses? Alors, elles ne le veulent pas. Il y a plusieurs facteurs. Elles ne le veulent pas parce que En déjà, moyenne, évidemment. en moyenne, effectivement, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a une question d'équilibre vie perso, Ouais. vie pro, parce que c'est encore comme ça quand même. La charge mentale et l'organisation familiale reposent encore beaucoup sur les femmes. Donc il y a ce premier sujet-là. Il y a au sujet aussi et encore une fois, j'aime pas rentrer dans les stéréotypes, mais quand même, il y a aussi le fait que les femmes ont un peu la trouille de se trouver à ce niveau-là, parce qu'elles croient, à juste titre ou pas, qu'à ce niveau-là, ça va être le fight, que ça va être dur, et qu'elles vont être exposées à des luttes difficiles, ou alors elles s'imaginent que ça va être très politique, et elles n'ont pas envie de rentrer dans cette bataille-là et dans ce jeu-là. La différence du coup des attentes. Du coup, de la même façon qu'elles ne se battent pas pour les plus hauts postes dans les entreprises, elles sont beaucoup moins revendicatives sur les questions de rémunération, de salaire. Elles se battent beaucoup moins, elles osent moins. Et tu disais que justement, en entretien, les hommes disaient de plus en plus qu'ils étaient pères, qu'ils avaient une vie pro et une vie perso. Oui. Ça, tu vois vraiment aussi la différence entre les deux, ou tu as le sentiment que maintenant, il y a une vraie symbiose entre les deux? Il y a encore une différence, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, et c'est intéressant quand on gère notamment des mobilités internationales, auparavant, de toute façon, la femme suivait son mari. Maintenant, de plus en plus, les hommes, on est obligé de gérer des doubles carrières, parce que les hommes disent « Ah ben non, moi, je ne peux pas prendre ce job parce que ma femme ne va pas trouver de job là où vous voulez m'envoyer au fin fond de l'Asie, ou j'en sais rien, ou aux États-Unis, là, par rapport à son job, ça ne va pas être possible. » Et donc, voilà, encore très récemment, j'ai vu des hommes refuser des promotions à l'international parce que leurs femmes n'auraient pas eu de job, ou bien leurs femmes ne voulaient pas vivre dans cette ville parce qu'elles se sentaient pas d'aller vivre là. Ce qui n'existait pas quand j'ai démarré ma carrière. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Oui, et suivaient leur mari, quoi qu'il arrive. Et à l'inverse, maintenant, c'est les maris qui suivent les femmes. Avec Marianne elle nous racontait, Marianne, qui est DG de Sony, certaines exceptionnelles comme Marianne. Ouais, évidemment, que son mari l'avait suivie quand elle avait eu une mobilité. Et aussi, ce que je voyais pas à l'époque, des hommes ou alors des hommes qui ne travaillent pas, qui s'occupent des enfants. Les rôles sont inversés. Excellent. Ouais. Question, comment toi t'as fait dans ta carrière pour naviguer avec la politique? Si t'es arrivé à ce poste, j'imagine que t'as réussi à naviguer dans le monde du business, même quand il y avait des côtés stratèges, politiques. Comment t'as fait? On voit beaucoup de femmes puissantes et de femmes corpo à qui on reproche d'être, notamment en politique, à qui on reproche d'être dures, fermées, parfois aigries, parfois, je sais pas, je sais notamment les femmes politiques, on dit beaucoup, c'est elles qui mettent en burn-out tous leurs collaborateurs. Et moi, je vois parfois que quand j'ai de la difficulté, ça me rend plus dur et du coup, voilà, je pense que c'est un mécanisme humain. Comment toi, tu as fait pour naviguer dans des milieux très politiques, que ce soit chez L'Oréal, chez Dior, on sait que dans les grandes entreprises, il y a quand même ce côté-là, et en restant à essayer de donner le meilleur de toi-même, en restant ouverte et pas en devenant
tu vois, pas en participant à ce système qui broie un peu les gens? C'est difficile à répondre comme question. Je pense que d'abord, je me suis quand même endurcie. Il y a quand même des jobs que j'aurais pas pu faire plus jeune. Donc, je me suis endurcie, mais sans devenir dure avec les autres. Très fort. Et pour moi, faire de la politique, c'est pas un gros mot, dans le sens où, pour moi, faire de la politique, c'est défendre des convictions, défendre des points de vue, faire avancer des projets, faire avancer des idées, et trouver et convaincre les autres que c'est comme ça qu'il faut y aller, que c'est ça qu'il faut faire, etc. Et trouver tous les moyens. Et aller faire, s'il faut aller faire, entre guillemets, une campagne électorale dans un groupe, dans un comité de direction, voilà, c'est l'enjeu et c'est intéressant. Et je pense qu'on peut le faire sans être un monstre et voilà, et sans agresser et sans détruire les gens qui sont autour de vous et à qui on s'adresse. Je pense que c'est pas impossible. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça, j'ai pas encore compris le ressort psychologique, pourquoi effectivement certaines femmes, alors soit il y a une fragilité personnelle, il y a une histoire personnelle qui fait qu'à un moment donné, elles sont dans cette posture, ont besoin d'être, j'allais dire, une caricature de certains hommes. Je pense que, ou d'être effectivement très dure, très agressive, faire souffrir. J'ai jamais compris quel était le ressort psychologique de ça. Quel est ton conseil pratique pour une femme corpo qui veut porter sa conviction, qui veut défendre un projet dans sa carrière, pour justement naviguer et se faire entendre? C'est quoi tes conseils pratiques pour faire de la politique en entreprise? Comme toujours, hein, mais ça c'est un peu, je dirais un conseil basique, hein, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est d'abord être à l'écoute de l'autre. À qui je m'adresse? À qui je m'adresse? J'ai envie de le convaincre sur ça. Mais lui, ça va être quoi ses intérêts, ses ressorts? Qu'est-ce que je vais aller chercher chez lui? Qu'est-ce que je vais faire résonner chez lui et qui va l'intéresser? Parce que si j'arrive avec ma vision et seulement ma vision et de lui balancer le truc comme ça en disant voilà ce que je veux faire là, bon, ça peut marcher, mais c'est pas gagné. Et surtout parce que l'être humain, souvent, il y a une étude qui a été menée là-dessus, on écoute les gens pour répondre et pas pour vraiment écouter. On écoute les gens et en même temps, notre petit commentateur sportif, comme j'aime l'appeler, est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais répondre, mais du coup, on n'écoute pas vraiment l'autre. Et donc, il est vraiment difficile de se mettre à sa place. Et je pense que le dialogue est aussi une conversation silencieuse. Quand on parle en public, par exemple, puisque moi j'en parle, c'est parce que c'est mon métier, on a le sentiment qu'on est dans un rapport de dominant-dominé. Mais en fait, si on ne se met pas à la place de l'autre, si on n'écoute pas la personne qui est en face de nous, même si elle est dans une posture d'écoute, ça va être problématique parce qu'on ne va pas pouvoir comprendre ses attentes et ses besoins. Et tout à l'heure, tu parlais de vie pro et vie perso. Et justement, je pense que c'est un bon conseil à donner maintenant qu'on est dans les conseils pratico-pratiques. Un bon conseil à donner là-dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso? En général, c'est parce qu'elles ont une famille. Donc déjà, c'est de choisir le bon partenaire, quel qu'il soit. Alors, attends, désolée, je t'interromps, j'arrête pas de pas te couper, d'accord. je suis désolée. Non, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que j'ai entendu Elisabeth Moreno, ancienne ministre, femme corpo, qu'on aurait pu recevoir d'ailleurs ici, faire une conférence. Parcours incroyable, Elisabeth. Incroyable. Et on est sortis de la conférence et elle nous a dit, les filles, en fait, il y avait un groupe de filles qui s'est mis autour d'elle et elle a dit, les filles, choisissez bien votre mari, ça doit être le support de votre carrière, vous devez vraiment le choisir pour qu'il vous aide à arriver où vous voulez aller. Et moi, je me suis dit, ouais, elle a raison. Bon, j'étais célibataire à l'époque, bref. Ouais, elle a raison. Ah, parce que tu l'es pas là. Et tu mêles pas de ce qui se regarde pas. Et donc, bref, ouais, non, elle a raison et tout. Mais quand on est une femme de 30 ans, qu'on doit penser notre carrière, penser nos réussites, penser trucs, mais en fait, où est la place pour l'amour? Enfin, à la base, on nous avait quand même dit qu'on devait choisir notre conjoint parce qu'on était tombée amoureuse. Ah non, mais ça c'est la base, ça c'est le premier truc. Oui, il faut tomber amoureuse, mais après, de décider de faire des enfants avec lui. Oui, mais la différence entre tomber amoureuse, qui est un acte passif, on tombe, hein, on choisit même pas, et planifier. Non, mais à la fin, on devient des ordinateurs. Enfin, moi, je peux pas, quoi. Après, c'est trop. Tu vois?
Non, mais parce que voilà, c'est des questions t'as raison, personnelles. ouais, je vais Mais les- non, je vais les mettre sur la mais je comprends. On tombe amoureux, on réfléchit pas, on n'est pas en train de cocher. Il coche toutes les cases. On tombe amoureuse, d'accord. Mais après, choisir de faire sa vie et de faire des enfants avec quelqu'un, c'est une décision importante Bah oui. qui engage le long terme. Et là, même si on est très amoureux, on a le droit de se poser quelques questions et en tout cas de valider un certain partage de valeurs et de visions communes sur ce qu'est un couple et une famille. Et ok, on peut être très amoureux, mais être très amoureux d'un super macho, voilà, Ouais. ça Oui, va il être faut encore compliqué. trouver Et qui un vous mec dit qui, tout de suite, et qui te dit tout de suite, moi, de toute façon, le jour où on fait des enfants, tu t'arrêtes de travailler. Bah, faut trouver Pourquoi le pas? mec Parce qui que alors hésite moi, pas, je suis quoi. pas dogmatique non plus sur il faut absolument qu'il y a des femmes qui décident, qui font le choix de ne pas travailler, de s'occuper de leurs enfants, et elles ont le droit. Et moi, je ne juge pas ça. Mais si on est une femme active et qu'on a envie de continuer et de poursuivre sa carrière, bah, il faut faire quand même attention avec qui on fait un enfant. Ouais, c'est sûr. C'est ça que je dis. Qu'il accepte d'être un peu dans l'ombre Et parfois. c'est en ça que je dis il faut choisir. Mais donc, par rapport aux enfants, parce que c'est vrai que c'est ça le cœur Oui. des inégalités, c'est quand on fait des Oui. enfants, en fait, Oui. à quel moment. Absolument. euh, et c'est ça qui ralentit la maternité, carrière, voilà, à quel parce moment que les voilà. femmes s'arrêtent, Tout à fait. etc. Comment tu as géré, toi? Parce que j'ai cru, je crois savoir que tu as 3 filles. Voilà, j'ai 3 filles. J'ai un mari, voilà, qui m'a beaucoup aidée, qui était très présent avec les enfants. Donc je pense que j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite si j'avais été mariée avec quelqu'un de différent. Tu les as eu à quel âge? J'ai eu la première à 30 ans. Ouais. Et après, ouais. Et après, 32 et 36. Ok. Et est-ce que tu as des apprentissages d'un congé maternité sur l'autre, si je puis dire? Est-ce que tu en as pris un plus long que l'autre ou... Oui, j'ai pris une année sabbatique, enfin une année de congé parental, pour être plus justement, en me disant, bah tiens, peut-être que voilà, j'ai finalement pas assez de temps disponible pour mes enfants, donc je vais m'arrêter pendant un an. Et voilà, et j'étais heureuse évidemment d'être davantage avec mes enfants. Au début, elles étaient hyper contentes de me voir à la sortie à 4h30. Ça a duré 15 jours, un mois, puis après, elles me calculaient pas parce qu'elles avaient leur vie avec leurs copines. Et puis moi, le monde de l'entreprise me manquait trop. Donc pendant cette année-là, j'ai quand même écrit un livre sur les nounous. Sur les nounous? Oui, sur les nounous, sur la relation parent-enfant-nounou avec une psychiatre, Etty Buzyn. Donc moi, j'étais plutôt sur les aspects, je dirais, relations contractuelles, comment est-ce qu'on fait un contrat, comment on la recrute, où est-ce qu'on la trouve, quelles sont les aides, etc. Et puis j'allais l'interroger sur tous les aspects plutôt psy. Comment est-ce qu'on gère la relation, c'est quoi les enjeux, est-ce qu'on se sent dépossédé de son enfant, la relation qui se crée entre l'enfant et la nounou, enfin tous ces aspects-là. Mais c'est intéressant d'avoir écrit ce livre parce que du coup, ça aide potentiellement des femmes à prendre la bonne nounou pour pouvoir développer leur carrière professionnelle. Bah non, mais Ouais, mais ça pose aussi la question des nounous. Moi, je la trouve passionnante parce que ça pose aussi la question de on se fait payer quelque part pour payer quelqu'un quelque part d'autre qui va élever nos enfants. Donc il y a quand même une espèce de délégation de parentalité. Et parfois les enfants, ils préfèrent la nounou aux parents à l'instant T parce qu'ils sont plus habitués à. Donc ça doit causer un trop. En tout cas, il crée une relation de préférée, je sais pas, mais en tout cas, il crée une très forte relation de proximité avec quelqu'un qui est très présent. Voilà, particulière. Et après, du coup, ça reste quand même un emploi. Enfin, cette nounou, elle occupe un rôle quasi parental, mais ça reste quand même un emploi salarié rémunéré. Donc déjà, il peut être licencié. Enfin, il peut s'arrêter à un moment pour une raison ou une autre. Ouais. Donc on peut couper. Enfin voilà, ce lien qui est. Enfin voilà. Et ensuite, on est quand même. On monétise une relation d'élévation d'un enfant, enfin affective. Ouais. C'est tout ça que j'aborde dans ce livre. Et on fera un podcast sur les nounous. Voilà. Maintenant, il date un peu parce que c'était 2004. Donc, et tu étais allée sur le plateau de Laurent Ruquier, si je Oui, j'avais été interviewée à l'époque par... Oui, donc en fait, même quand tu t'arrêtes de travailler, oui, j'ai du mal à rien faire. Tu fais un truc stylé en fait, tout le temps. Oui. Ok, d'accord. Stylé, je sais pas, mais en tout cas, je fais un truc. Et qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi on disait ça? Je sais pas, que t'étais... On a divagué sur les... Mais pour gérer sa vie pro et perso. Ouais, c'est ça. Donc, un partenaire, quand même,
une logistique, ne pas culpabiliser, parce que si c'est pour avoir mal au ventre toute la journée, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a la chance, en plus, d'avoir des outils de communication, d'avoir du télétravail. Je veux dire, pour les femmes, ça a quand même beaucoup aussi amélioré les choses, hein. Ouais. Pour conclure, Et il n'y a pas de recette miracle. Donc chacune va mettre le curseur là où elle peut. Il faut être présent à l'instant présent, c'est-à-dire présent quand on est au boulot et présent quand on est avec ses enfants. Et pas. Cela dit, moi j'ai toujours appelé. D'ailleurs, mes équipes se sont bien foutues de moi parce que j'appelais toujours mes filles tous les jours, tout le temps, tout en travaillant réunion, et en étant ouais. impliquée dans ce que je faisais. pour conclure, on parlait tout à l'heure avec Flora sur le fait que quand on est dans le précédent podcast, quand on n'est pas bien dans un job et qu'on a du mal à le quitter, c'est pas toujours facile de quitter un job quand même parce qu'on a d'autres préoccupations peut-être financières. C'est pas juste. Comment trouver le courage, si tu devais donner un conseil à une jeune femme demain qui est pas très bien dans son job et qui a envie de le quitter, comment trouver le courage de quitter un job? D'abord, il faut toujours. Alors déjà, dans un couple, c'est difficile de partir, hein. Donc voilà, c'est une relation affective très forte. Dans un job, alors là, si on n'est pas bien dans un job, mais jamais il faut se sentir attaché, prisonnière d'un job. C'est impossible. On ne peut pas arriver. Alors, on ne peut pas. Je veux dire, là, on parle de femmes à un certain niveau dans l'organisation. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix du job qu'elles ont et de ce qu'elles font, hein. Donc, il faut aussi Se rendre compte du privilège que c'est d'aimer son job. Voilà, et puis d'avoir les moyens éducatifs, financiers, de pouvoir dire je quitte, j'arrête. Mais en tout cas, la liberté, c'est une valeur cardinale, centrale. Il ne faut jamais se sentir prisonnière, hein, les femmes, d'abord de qui que ce soit et d'un job. Donc, il faut mettre en place les choses pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut y aller, faut Merci le faire. beaucoup, c'était trop bien. Merci Emmanuelle. Franchement, c'était incroyable. Non, mais merci à vous. Tu reviens quand tu veux. D'accord, super. On a tout dit, on a tout dit, je crois, non? On a tout dit. tout Ah, dit. À moins que tu aies un dernier mot pour Un génial moment. pour nos auditeurs. Non, pour les femmes, toujours poursuivez vos rêves, quoi qu'il arrive. Allez, on y va. On y va.